Bonjour, je m'appelle Michel et je suis pilote de locomotive au chemin de fer fédéraux suisse depuis maintenant bientôt 39 ans. Je vais partir prochainement à la retraite et j'aimerais dire que j'ai exercé ma profession avec beaucoup de passion, avec une spécialisation dans la conduite et la chauffe de locomotives à vapeur. Cela a bien été jusqu'à ce qu'un divorce vienne ruiner psychiquement et financièrement ma famille. Alors un divorce, quoi de plus normal, quoi de plus banal, vous allez me dire. Eh bien ce n'est pas du tout le cas. Figurez-vous que ce n'est pas directement de divorce que je vais vous parler dans cette vidéo, mais bel et bien de l'attitude des autorités vis-à-vis de ma situation, qui peut par extension euh, s'adresser à bien d'autres cas et me concerner un jour directement. En ce qui concerne ma famille, j'ai pris le soin de tracer tous les noms qui vont être présentés dans les documents officiels de cette vidéo, et je précise aussi que tous ces documents auront été soit reçus du tribunal, soit envoyés recommandés au tribunal. Donc le tribunal a déjà consulté tous ces documents et il est tout à fait au courant de la situation. Cette vidéo ayant comme seul but de dénoncer les irrégularités judiciaires, pénales ou civiles, elle ne concerne pas directement ma famille. J'ai tracé dans les documents qui vont vous être présentés leur nom ainsi que mon nom de famille afin de préserver leur anonymat. Je ne ferai d'ailleurs aucune déduction ni aucune accusation sur les informations que je vais vous faire suivre, mais vous pouvez toujours me faire part aussi de vos observations sous la rubrique remarques, en sachant que ces observations pourront servir plus tard éventuellement afin de justifier la publication de cette vidéo euh, dans une procédure pénale. Plutôt que de me faire passer pour une victime, ce divorce m'a permis de mettre en évidence les irrégularités de la justice par le fait que j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour régulariser ma situation. Plutôt que d'assister à une banale histoire de couple, vous allez plutôt être confronté à un duel entre les autorités judiciaires et moi-même, où tous les coups bas sont permis, avec les conséquences que cela a pour la famille. Donc ceux d'entre vous qui sont habitués à des feuilletons dans le genre de Dallas, vous allez être servis. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient sauter les pages et arriver directement à la conclusion, sachez que j'ai fait à la fin de cette vidéo des enregistrements des séances auxquelles j'ai assisté et qui ne vous laisseront pas indifférents. Pour une bonne compréhension, je traiterai ce sujet par chapitre. Un chapitre pour le tribunal civil, un chapitre pour le tribunal pénal, etc. Ceci afin de mettre chacun en face des responsabilités vis-à-vis de mon histoire. Cette histoire commence en 1996, lorsque pour la première fois je rencontre celle qui va être ma future compagne, qui est venue du Chili pour essayer de régulariser sa situation avec son mari qui a fui le régime de Pinochet dans les années 80. Il a rencontré une nouvelle compagne ici en Suisse et il a abandonné son ex au pays avec ses deux enfants sans ressources. Je l'ai aidé à régulariser sa situation en obtenant une pension alimentaire pour ses deux enfants de 11 et 14 ans qui étaient restés au Chili. Nous ne sommes plus. J'ai aussi rendu visite à sa famille ensuite au Chili et j'ai fait la connaissance de ses deux enfants. Ces deux fils étaient très sympathiques, très attachants et montraient un grand intérêt à venir vivre avec nous ici en Suisse. J'ai donc marié en 1998, en 1998 si vous préférez, celle qui était devenue ma compagne, afin qu'elle puisse être réunie avec ses enfants ici au pays. Ces enfants, en arrivant en Suisse, ont été très bien reçus. Leur mère leur avait préparé une chambre, ils avaient de l'espace, ils avaient des vêtements, ils avaient des jouets, des gadgets. Et ça fait leur bonheur pendant un court moment. Les choses se sont gâtées lorsque je les ai présentés au centre scolaire de Chavannes-Près-Renault afin qu'ils puissent poursuivre leur scolarité. Ils ne s'y sont pas adaptés. Ils ont très vite pratiqué l'école missionnaire, ils se sont montrés agressifs vis-à-vis de leurs professeurs, ils ont commencé à ramener des choses volées à la maison, ils ont commencé à faire des emprunts de mon entourage sans rembourser. Finalement, ils n'auront pas terminé leur scolarité et ils ont échoué dans toutes leurs tentatives d'apprentissage.
Le problème est que leur mère les soutenait dans leur manquement en rejetant toujours la faute sur leur professeur ou sur toute autre personne impliquée dans leur situation. Si elle s'était montrée un peu moins protectrice, ces enfants auraient probablement réussi à s'intégrer un petit peu mieux dans notre vie sociale. Toujours est-il que je n'étais pas d'accord avec sa façon de gérer la situation, et c'est là où nos problèmes de couple ont commencé. J'ai néanmoins été patient, et après 7 ans de vie commune, mes beaux-fils ont quitté l'appartement dans lequel nous vivions, le plus grand pour se marier, et le cadet est retourné chez son père après avoir échoué dans plusieurs tentatives d'apprentissage, ce qui avait considérablement détérioré nos relations. Entre-temps, j'ai eu 2 fils avec mon épouse, le premier est né en 2002, le second en 2003. J'ai proposé à mon épouse de prendre un nouveau départ dans la vie en achetant une maison. J'ai trouvé une ancienne maison à Grange-Marnant qui me convenait. La condition était que mes beaux-fils n'y mettaient pas les pieds et qu'elle me signe une attestation de renonciation en cas de séparation et de divorce sur toute prétention en ce qui concerne ma maison. Elle m'a signé 2 documents en conséquence et j'ai acheté une ancienne demeure à Grange-Marnant que j'ai mis 10 ans à restaurer. Je vous montre ici les photos lors de l'achat en 2005 et après sa restauration en 2015, juste quelques mois avant notre séparation. Cette période s'est déroulée sans difficulté dans notre couple. J'avais placé mes fils à l'école, je suivais avec satisfaction leur évolution, je les aidais de temps en temps dans leurs devoirs, ils faisaient des bonnes notes, et n'hésitaient pas à l'occasion aussi de m'exprimer leur affection. Je vous montre ici un SMS que mon fils aîné m'a envoyé au travail. Le travail de restauration de la maison était cependant ardu. Comme j'avais des horaires irréguliers, je pouvais y travailler 2 jours, et j'y passais une grande partie de mon temps libre à la restauration de cette maison. J'étais cependant content de l'avancement des travaux et fier de mon travail. J'ignorais cependant que mes beaux-fils s'y introduisaient contre mon gré et qu'ils ont réussi à faire miroiter à ma compagne, à leur mère, le bénéfice que mon travail pouvait leur apporter. Et c'est lorsque j'ai terminé les travaux de restauration en fin 2015 que les problèmes ont de nouveau commencé. J'ai remarqué un jour que des sommes importantes avaient disparu de mon compte de carte de crédit et quand j'ai regardé dans mon porte-monnaie, celles-ci n'étaient plus. Je me suis renseigné auprès de ma femme, auprès de mes fils, à savoir s'ils avaient fait usage de ma carte, et tous ont répondu que ce n'était pas le cas. J'ai donc fait bloquer ma carte auprès de la banque et j'ai déposé plainte contre inconnu auprès de la police en précisant bien que ma famille n'était pas impliquée dans cette disparition. Je vous montre ici le procès-verbal de la plainte que j'ai déposée auprès de la police en mettant en évidence que ma famille n'est pas impliquée. Les inspecteurs de police ont commencé leur enquête en suivant le fil des commandes qui était fait avec ma carte de crédit et cela les a conduits directement auprès de la nièce de ma femme qui avait vécu quelques années avec nous dans notre appartement avant de se marier. Selon l'audition des inspecteurs, ce serait ma femme avec ses fils qui auraient fait usage de ma carte de crédit. J'ai compris alors que mes beaux-fils étaient de nouveau impliqués dans mes problèmes et qu'ils avaient réussi à convaincre leur mère d'abuser à nouveau de moi. Ce qui m'a le plus déplu, c'est que mes fils étaient impliqués dans leur larcin. J'ai donc maintenu ma plainte et ma femme a été condamnée un peu plus tard pour utilisation frauduleuse de cartes de crédit aux dépens d'un tiers. 2 jours plus tard, c'était le 26 février 2016, celle-ci fera changer les serrures de la maison et m'interdira l'accès à mon domicile. Je n'ai pas voulu appeler directement la police pour ne pas faire de scandale, j'ai préféré attendre d'intervenir. Dans les jours qui suivirent, j'ai essayé de la joindre par téléphone, j'ai essayé aussi de frapper à la porte de la maison pour essayer de discuter, pour essayer de négocier, mais même mes fils ne répondaient pas.
J'ai dû retourner à 55 ans vivre chez ma mère, âgée de 80 ans. Le 15 mars 2016, je reçois un coup de téléphone du directeur de l'école de mon plus jeune fils qui me demande pourquoi je ne suis pas présent au rendez-vous qu'il nous avait fixé par écrit. J'ai répondu que cela fait maintenant 2 semaines que je ne suis plus au domicile conjugal et que je n'avais pas été informé de ce rendez-vous. Il me dit que ma présence était indispensable à cause de la gravité de la situation vis-à-vis de mon plus jeune fils. Il me fixera donc un nouveau rendez-vous pour le 23 mars. Lorsque le jour arriva, je me retrouvais en sa présence dans son bureau avec la présence de ma femme et le directeur nous expliquera que mon fils avait eu des propos alarmants à mon sujet, au sujet de son frère et qu'il avait eu des idées suicidaires. C'est alors que j'ai compris qu'un processus de déni était à l'œuvre et que mon épouse avait caché ce rendez-vous afin que je ne sois pas informé sur les soudaines difficultés de mon fils. De toute évidence, on était en train de faire un lavage de cerveau à mes dépens et cela avait beaucoup perturbé son évolution scolaire. Le directeur nous avertit qu'il allait avertir le juge de paix et qu'il avertirait aussi le SPJ, le service de protection de la jeunesse, et qu'il nous présenterait une assistante sociale lors d'un prochain rendez-vous. Le 28 mars 2016, je reçois une lettre au domicile de ma mère, d'où je loge depuis, concernant une demande de séparation de mon épouse. Son avocat me fait part dans cette lettre donc, du budget que madame y a droit et il m'octroie aussi un droit de visite sur mes fils que je n'aurais d'ailleurs jamais eu le droit d'exercer. Je réponds dans un courrier du 2 avril 2016 que ma femme a fait changer les serrures de la maison après avoir été appréhendée par la police pour une utilisation frauduleuse de carte de crédit et qu'elle y avait impliqué mes fils. J'ai souligné le mauvais exemple que cela induisait sur mes fils et j'ai aussi mis en évidence la mauvaise éducation qu'avaient reçue mes beaux-fils. Je mentionnais leurs échecs scolaires ainsi que professionnels. J'ai aussi dénoncé le fait qu'un processus de déni était à l'œuvre et qu'on était en train de leur faire un lavage de cerveau. J'ai demandé la jouissance de la maison ainsi que la garde de mes fils. Le 20 mai 2016, je repasse à mon domicile afin de tenter de récupérer des affaires telles que les vêtements, les chaussures dont j'avais besoin. La porte est restée close. Néanmoins, j'ai pu constater dans mon garage une épave de voiture, probablement amenée par mes beaux-fils, qu'ils bricolaient avec mes propres outils. Ils n'avaient donc même pas attendu le début de la procédure pour s'installer chez moi. J'enverrai le jour même au tribunal d'Yverdon une lettre recommandée concernant l'implication de mes beaux-fils dans notre situation, ainsi que le fait qu'ils ont déjà installé une épave de voiture dans mon garage qu'ils bricolaient avec mes outils. Entre-temps, nous avons de nouveau été convoqués chez le directeur de l'école de mon fils, et ce dernier nous recevra dans son bureau avec une assistante sociale qu'il nous présentera et qui sera chargée d'enquêter auprès de mes fils. Celle-ci viendra à plusieurs reprises à notre domicile conjugal. Je n'y serai plus. Et nous nous entretiendrons aussi dans les locaux du SPJ à Payerne. Elle nous questionnera à plusieurs reprises au sujet de nos relations avec nos enfants et nous proposera une thérapie relationnelle parent-enfant au centre psychothérapique d'Yverdon-les-Bains en Suisse. Comme nous nous sommes mis d'accord, mon épouse et moi-même, elle fera un rapport au juge de paix en lui demandant de clôturer le dossier. Le 31 mai, nous reçûmes une convocation, toute la famille, pour nous présenter devant le juge du tribunal afin que mes enfants y soient interrogés. Ma femme essayera de soustraire mes fils à cette interrogation en prétendant que mon plus jeune cadet était fragilisé et que l'assistante sociale m'avait envoyé chez un psychiatre pour me faire soigner. Comme la convocation tombait juste 2 jours avant la première séance du tribunal, le juge a insisté pour que ma femme soit présente et je lui ai donné mon numéro de téléphone afin qu'elle puisse la joindre et lui dire de venir. Elle arrivera avec plus d'1 heure de retard avec mes 2 fils
un retard qui sera annoté dans le procès-verbal. Lors de la première séance du tribunal, le 2 juin 2016, Madame le juge s'adressera tout d'abord à moi en accusant réception du courrier que je lui ai envoyé, mais en précisant que cela ne concerne pas la procédure en cours. Elle nous dira ensuite que lors de leur interrogation, les enfants ne se sont plaints d'aucune maltraitance psychique ou physique de la part de leur père, et qu'ils aimaient leur père et leur mère, mais qu'ils avaient choisi de vivre avec leur mère. Elle fera ensuite notre budget, en se basant sur les documents que je lui ai fournis, de ma situation financière et de la situation financière de mon épouse. Et elle annotera aussi dans le procès verbal que nous avons accepté de suivre une thérapie au centre psychothérapique d'Yverdon-les-Bains. J'ai demandé lors de cette séance de pouvoir récupérer mes affaires personnelles, telles que mes vêtements et mes chaussures, et un vieux jukebox que j'avais restauré pour pouvoir occuper mes loisirs. Ma femme refusera et le juge m'avertira qu'il faudra que j'attende de procéder au partage des biens matrimoniaux pour pouvoir récupérer mes affaires. Après 9 ans et demi, aujourd'hui, je ne les ai toujours pas récupérées. Par la suite, je suis allé à une nouvelle convocation de l'assistante sociale qui s'était occupée d'enquêter auprès de mes enfants pour préparer cette thérapie familiale. Ma femme ne s'y est pas présentée. Je me suis donc retrouvé seul avec l'assistance sociale et je lui ai présenté la lettre que l'avocat de ma femme a envoyée au tribunal le 30 mai 2016 avec les déclarations selon lesquelles l'assistance sociale m'avait envoyé me faire soigner chez un psychiatre, ce qui lui a fortement déplu. Elle me dit qu'en général, elle ne s'occupait pas des cas de divorce, mais qu'elle serait prête à témoigner devant les tribunaux sur la fausseté de ces déclarations. Après cette première séance du tribunal, je me suis rendu plusieurs fois à mon domicile conjugal afin d'essayer de négocier avec ma femme la reprise de mes affaires personnelles, telles que mes vêtements et mes chaussures. J'avais des dettes à payer sur la restauration de la maison et je n'avais pas les moyens de me racheter de nouveaux vêtements. J'ai aussi été contraint de continuer à vivre chez ma mère. Le revenu minimal que le tribunal m'attribuait ne suffisait pas à payer mes dettes. J'ai aussi été voir un avocat qui me demanda une avance de 4 000 francs sur ses honoraires que je n'avais pas les moyens de payer. J'ai donc décidé de continuer à affronter seul les feux de la justice. Après plusieurs tentatives infructueuses à la porte de mon domicile, je reçois une convocation du tribunal avec un courrier de l'avocat de ma femme intitulé « Mesures superproductrices ». Non, c'est pas très productif. Super protectrice et protectrice. Dans ce courrier, elle demandera que je sois interdit de m'approcher de la maison. Ce courrier contenait aussi une copie de SMS, un message téléphonique, qui aurait été reçu par mon beau-fils de la part de mon fils, dans lequel il se plaignait de mes apparitions fréquentes devant la porte de mon domicile et qu'il en aurait été traumatisé et qu'il se serait senti menacé. Cette requête précisera que mes fils refusaient désormais de voir leur père, du fait que ma présence répétée à la porte de mon domicile les aurait traumatisés et demandait que mon droit de visite soit suspendu. Il demandera aussi que la thérapie organisée par l'assistante sociale soit annulée. Lors de cette séance, datée du 14 juillet 2016, j'explique que je me suis présenté à plusieurs reprises à la porte de mon domicile afin de réclamer mes affaires telles que mes vêtements et chaussures, parce que je n'avais pas les moyens financiers de me racheter toute une garde-robe. J'ai expliqué que cette insistance était due au fait que madame refusait toute coopération, qu'elle ne répondait ni au téléphone ni à la porte. Le tribunal m'accordera, au point 6 du procès verbal, l'autorisation d'aller récupérer mes affaires en présence d'un témoin que madame aura choisi. Je dénonçais aussi l'implication de mes beaux-fils dans la procédure et connaissant leur intention, je demandais qu'un inventaire des biens soit effectué à mon domicile. La présidente acceptera seulement que soit noté dans le procès verbal, au point 7, que les parties s'engagent à ne pas aliéner les objets acquis durant le mariage, notamment ceux qui garnissent l'ancien domicile conjugal. Je doutais fort que cette annotation soit suffisante pour me protéger de leurs actes, car je savais que l'intention de ma femme en demandant cette séparation était de me déposséder en se servant de leur procédure.
Je dénonçais aussi le fait qu'il se servait de mes propres fils pour influencer les décisions de ce tribunal et qu'un processus de déni était déjà à l'œuvre. La présidente proposera donc de donner mandat au SPJ, le service de la protection de la jeunesse, pour déterminer si les enfants étaient vraiment influencés. Du coup, la thérapie par enfant proposée par l'assistante sociale a été suspendue ainsi que mon droit de visite dans l'attente des résultats de cette enquête. Le juge proposera aussi à madame d'accepter le divorce, ce qu'elle refusera. Il faut dire que madame est confortablement installée dans une maison de 8 pièces que j'ai mis 10 ans à restaurer et qu'elle n'est pas prête de quitter. En novembre 2016, j'ai reçu mon 13e salaire. Cet argent m'aura permis de payer les avances d'une avocate qui me représentera auprès des autorités judiciaires. Cette avocate fera un excellent travail et sera toute dévouée à ma cause, ce dont je la remercie encore en passant. Je suis sûr qu'elle me reconnaîtra. Sa première démarche sera d'établir un inventaire et d'exiger un droit de visite sur mes fils. Prochain chapitre, le service de la protection de la jeunesse. La présidente du tribunal confiera l'enquête du SPJ au service central de Lausanne et c'est une nouvelle assistante sociale qui s'occupera de l'enquête. J'avais espéré que ce soit une antenne de Payerne qui s'en occupe, vu qu'ils avaient déjà enquêté auprès de mes fils dans leur environnement scolaire et qu'un dossier avait été soumis au juge de paix. Toujours est-il que je prendrai contact avec cette nouvelle assistante sociale et qu'un rendez-vous pour un entretien a été convenu. Lors de cet entretien, j'ai fait valoir la raison pour laquelle j'ai sollicité cette enquête, soit l'implication de mes fils dans l'usage frauduleux de mes cartes de crédit et le fait qu'ils étaient soumis à un processus de déni, un lavage de cerveau. Je présenterai à cet effet les documents que j'ai déjà mentionnés plus haut, mais elle ne les regardera même pas. Elle me proposera par contre d'intervenir auprès de mes fils afin de tenter un rapprochement père et fils dans leur bureau à Lausanne, ce que j'acceptais volontiers. Elle m'avertit que ces démarches dureraient environ 6 mois, délai durant lequel elle me recontacterait. Entre-temps, j'ai fait la démarche auprès du tribunal par l'intermédiaire de mon avocate pour qu'une copie de l'audition de mes fils, qui a précédé la procédure, nous soit remise afin que nous puissions la soumettre au SPJ dans le cadre de son enquête. Le tribunal me répondra qu'il faudra attendre le rapport du SPJ pour se déterminer sur ma situation et qu'un aperçu de cette audition m'avait déjà été communiqué lors de la première séance. Cela signifie 2 choses. Premièrement, que le tribunal savait que je n'avais rien à me reprocher vis-à-vis de mes enfants, car il m'a été communiqué lors de la première séance que mes fils aimaient leur père, qu'ils n'avaient subi aucune maltraitance psychique ou physique, mais qu'ils avaient choisi de vivre avec leur mère. Et deuxièmement, c'est qu'ils ne veulent pas que je me justifie auprès du SPJ en me refusant d'accéder à leur audition. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a auditionné mes fils si c'est pour ensuite cacher leurs propos. Après que 6 mois eurent passé, je n'ai toujours pas été contacté par la nouvelle assistante sociale en charge du rapport du SPJ et c'est moi-même qui l'appela par téléphone pour savoir où en était son dossier et pour savoir aussi quand est-ce qu'elle envisageait de me mettre de nouveau en relation avec mes fils. Elle me répondit qu'elle avait renoncé à faire ce rapprochement au vu de la gravité de la situation et qu'elle allait envoyer prochainement son dossier au tribunal d'Yverdon-les-Bains qui avait ordonné l'enquête. Elle ne voulait pas me donner plus de détails et me dira simplement que le tribunal m'enverra copie de son dossier. Ce dernier m'en enverra copie le 17 avril 2018. Ce rapport fera la part belle aux personnes que j'accusais justement d'instrumentaliser mes fils dans le cadre de la procédure de divorce. À part moi, l'assistante sociale n'aura interrogé que ma femme, mes beaux-fils et mes fils eux-mêmes. Elle conclura dans ce rapport qu'en cas de divorce, il faudra que mes fils soient confiés à leur mère et que mon droit de visite devait être suspendu par le fait que mes fils ne voulaient plus me voir. Le rapport ne mentionnera rien à propos du processus de déni que j'avais dénoncé et se contentera d'énumérer leurs accusations en détail. Aucune autre personne de mon entourage n'a été contactée dans le cadre de cette enquête.
L'assistante sociale dira que je vivais chez ma mère, que cette dernière était gravement malade et que je ne pouvais pas recevoir mes fils chez elle, que par conséquent mon droit de visite devait être suspendu. Ma mère, à l'époque, avait 82 ans lors de ce rapport, et elle en a aujourd'hui 90, ou 90 ans si vous préférez, et elle est toujours en parfaite santé et ne prend aucun médicament. Elle est suivie par le centre médical social qui lui fait une visite toutes les semaines pour un contrôle et pour lui donner une douche. Je vous fais part d'autres accusations dans ce rapport qui dépasseront l'absurde, comme le fait que ma femme m'accuse de m'être remarié au Mexique alors que j'étais toujours marié avec elle, comme une accusation de mon beau-fils selon laquelle je l'aurais suspendu depuis le balcon du 6e étage par les pieds, ou l'accusation d'un de mes fils selon laquelle j'aurais dépensé tout l'argent destiné à l'entretien de la famille pour des prostituées. Je rappelle qu'à l'époque où ma femme a demandé la séparation, ils étaient âgés de 12 et 11 ans respectivement. Rappelez-vous de ces accusations, car ils referont surface un peu plus loin lorsque je déposerai plainte auprès du ministère public. Mon avocate fera un démenti précis de ces accusations. Elle mentionnera que ce rapport, bien au contraire, démontrera clairement le processus de déni auquel mes fils étaient soumis et que ces accusations étaient contraires aux déclarations de ce tribunal en début de procédure, selon laquelle je n'ai commis aucune maltraitance psychique ou physique sur mes fils et qu'ils aimaient leur père et leur mère. Je n'entrerai pas dans les détails de sa réponse. Je vous en mets une copie dans cette vidéo si vous souhaitez approfondir. Ce que j'aimerais cependant mettre en évidence au point 7, c'est que n'ayant pas eu l'occasion de procéder à un rapprochement dans le cadre de l'enquête du service de protection de la jeunesse, j'ai demandé à mon avocate d'essayer de rétablir un dialogue avec mes fils au centre psychiatrique des Boréales à Yverdon-les-Bains. Il ne s'agit pas pour moi seulement de rétablir une relation avec mes fils, mais aussi d'éviter qu'ils soient instrumentalisés et manipulés dans le cadre de cette procédure de divorce en les rendant conscients de la situation dans laquelle ils sont impliqués. Ce sera la troisième tentative de thérapie depuis le début de la procédure. La présidente du tribunal acceptera que mon avocate fasse des démarches auprès du centre psychiatrique pour une relation père-fils. Elle prendra contact avec la thérapeute qui s'occupera de notre dossier et nous fournira son numéro afin que nous puissions aussi convenir avec elle d'un rendez-vous et expliquer un peu notre situation. Lorsque j'appelais la psychothérapeute, je l'informais de la situation en lui disant que mes fils avaient été enfoncés dans un processus de déni et qu'ils ne voulaient plus me voir, que j'avais insisté auprès du tribunal pour qu'il fasse respecter mon droit de visite et que celui-ci l'avait suspendu dans l'attente des résultats de cette thérapie. Elle m'informait à son tour sur la façon dont la thérapie allait se dérouler. Elle me dit que tout d'abord, chacun serait pris séparément afin de comprendre comment l'évolution de la situation a évolué pour en arriver à ce stade et d'essayer de rétablir un dialogue si la situation le permettait. Elle m'a néanmoins averti qu'elle me mettait sur une liste d'attente et que la thérapie ne pourrait pas commencer avant 6 mois. Prochain chapitre. Nouvel interrogatoire de mes fils par le tribunal civil. Lors de la séance du 7 mai 2018, mon ex demanda qu'on interroge à nouveau mes fils sur leurs intentions vis-à-vis de leur père. Ce que je refusais par le fait que mes fils étaient toujours sous influence et que la thérapie mise en place n'avait pas encore commencé. La présidente soutiendra cependant la requête de mon ex et les convoquera pour fin mai 2018. Lors de cette même séance, il sera aussi remis à la présidente du tribunal une attestation de l'école de mon plus jeune fils, selon laquelle il sera admis dans une école de raccordement professionnel après sa scolarité obligatoire par le fait qu'il n'y avait pas de débouché. Cela revenait à l'amener au même niveau que son demi-frère, 10 ans plus tôt, qui avait échoué dans sa scolarité et qui avait été admis plus tard dans le centre d'orientation de formation professionnelle de la COFOP. C'était évidemment une grande déception pour moi par le fait que c'est moi-même qui me suis occupé de leur apprendre à écrire, à lire,
leur apprendre à parler, à compter, par le fait que mon ex n'a jamais appris le français, même après 20 ans de résidence en Suisse. Il n'avait jamais subi aucun échec tant que j'étais présent. Le fait qu'on ait enlevé à mes fils le soutien et l'aide d'un père dont ils avaient besoin commençait à faire ses ravages et influencerait désormais leur avenir. En recevant cette attestation, la présidente fit mine de minimiser la situation de mon fils en demandant à ma femme si cette attestation était destinée à un raccordement pour le gymnase, ce que madame ne sut que répondre. Je précise que le gymnase en Suisse est une école préuniversitaire dans laquelle il faut d'importantes qualifications pour pouvoir y accéder, ce dont mon fils était bien loin d'avoir obtenu. L'attestation mentionnait par ailleurs qu'il s'agissait bien d'un raccordement pour une école professionnelle et précisait encore que mon fils n'y avait pas obtenu les résultats nécessaires pour y accéder, mais qu'on y avait admis après concertation de la direction de l'école. Je reçus plus tard une nouvelle attestation de cette école qui confirmera mes craintes. Il sera précisé sur celle-ci qu'il s'agit bien d'une mise à niveau de ses compétences afin de travailler sur son orientation professionnelle. Je m'informais par la même occasion sur l'évolution des études de mon fils aîné en écrivant à son école pour m'informer sur ses résultats. Le secrétariat de l'école me répondit qu'il ne pouvait pas me donner les informations souhaitées par le fait que je n'avais pas l'autorité parentale, ce qui bien entendu était faux. J'appris plus tard que mon fils avait interrompu ses études pour prendre une année sabbatique, alors même qu'il recevait toujours ses allocations de formation. Il m'avait informé de son intention lors de notre dernier échange de messages sur WhatsApp. Je prends ici maintenant la déposition de mon plus jeune fils, dans laquelle la présidente lui demande s'il n'est pas sous l'influence de sa mère lorsqu'il répond à ces questions. Comme si après le lavage de cerveau que mon fils vient de subir, il allait lui répondre soudainement « Oui, c'est ma mère, c'est mes demi-frères qui m'ont dit d'accuser faussement mon père ». Cependant, cette question procédurale permet au tribunal de se retirer de toute responsabilité sur la vérité concernant la situation de mes fils. Quant à la question de ces études, je vous lis le deuxième paragraphe de l'audition. Invité à s'exprimer sur sa situation actuelle, mon plus jeune fils a indiqué qu'il était en 11e année, voie générale. Il en a hâte d'en finir avec l'école car ça ne lui plaît pas vraiment. Il pense néanmoins qu'il va réussir cette dernière année. L'année prochaine, il prévoit d'entreprendre une année de raccordement pour pouvoir soit intégrer le gymnase, soit entamer un apprentissage. Alors, encore une fois, on parle du gymnase alors qu'on est bien loin d'avoir les qualifications pour y accéder. Cette année supplémentaire devrait lui permettre de trouver sa voie, car il ne sait pas encore ce qu'il va faire plus tard comme métier. Alors en général, quand on choisit de faire le gymnase, c'est qu'on a l'intention de faire des études et qu'on a déjà choisi sa voie. Au prochain paragraphe de l'audition, on continue en disant « Il vit auprès de sa mère avec son frère aîné, il se sent à l'aise et tout se passe bien selon lui. Chacun fait son maximum pour que tout se déroule au mieux. » Autrement dit, on veut nous faire croire que mes fils vivent dans le meilleur des mondes. Je considère personnellement que le tribunal a instrumentalisé mes fils alors qu'il avait déjà été informé sur le fait qu'ils étaient enfoncés dans un processus de déni, et ceci afin de faire pression psychiquement sur ma personne pour me rendre vulnérable et manipulable à souhait. Une technique qui sera d'ailleurs abondamment utilisée plus tard, comme vous allez pouvoir le constater. Chapitre suivant, le ministère public. Suite au rapport du SPJ, je portais plainte auprès du ministère public à l'encontre de ma femme et de mes beaux-fils. La procureure les convoquera en novembre 2017. Elle fera un travail approfondi dans lequel elle demandera une copie de l'audition de mes fils du 30 mai 2016 auprès du tribunal civil. Elle fera aussi une enquête sur mon emploi du temps auprès de mon employeur. Son travail fut excellent. Elle demanda à ma femme si elle accusait son mari de bigamie,
Ce dont elle répondit que l'assistante sociale avait mal compris son français et que ce n'était pas ce qu'elle avait prétendu. La procureure lui demanda aussi si elle se souvenait que j'avais suspendu mon beau-fils depuis le 6e étage de l'immeuble. Elle répondit qu'elle ne s'en souvenait pas. Elle demanda ensuite pourquoi elle avait déclaré auprès du ministère public que son mari était venu à son domicile conjugal le 7 avril 2017 afin de prendre des affaires, alors que mon employeur a attesté que je travaillais ce jour-là à l'autre bout de la Suisse. Elle répondit qu'elle était absente au moment des faits et qu'elle s'était basée sur le témoignage de mon fils aîné avant de déposer sa plainte. La procureure demanda ensuite au plus jeune de mes beaux-fils s'il confirmait le fait d'avoir été suspendu par les pieds depuis le balcon du 6e étage de l'immeuble. Elle lui demanda aussi si ce balcon n'était pas équipé d'une barrière de sécurité et comment est-ce qu'il savait que j'avais maltraité mes fils alors qu'il avait quitté la maison, alors que ceux-ci n'étaient âgés respectivement que de 1 année et 2 ans. À la fin de l'audition, je lui posais aussi la question à savoir s'il avait pleuré lorsqu'il avait été suspendu par les pieds. Il répondit oui, j'ai crié, j'ai pleuré. Alors, qu'en est-il des voisins? Sont-ils intervenus? Ont-ils appelé la police? Les passants sous le balcon l'ont-ils remarqué? Rien de tout ça. Même question pour l'aîné de mes beaux-fils, à savoir est-ce qu'il se rappelait que j'avais suspendu son frère par les pieds depuis le 6e étage du balcon, mais il ne s'en souvenait pas. La question a aussi été posée, comment est-ce qu'il pouvait savoir que je maltraitais mes fils alors qu'il avait quitté la maison? Il répondra que mes fils s'en sont plaints eux-mêmes plus tard. Ma question à la fin de l'audition, à savoir s'il se souvenait combien de jukebox j'avais à la maison, il répondra qu'il y en avait 14, ce qui était faux, il y en avait 12. Mon fils aîné aura fait la même erreur dans le rapport du SPJ, preuve qu'il répétait bien ce qu'on lui disait de dire. Par contre, il mentionnera correctement la valeur de mes appareils, de mes valeurs, de mes jukebox, alors qu'il était interdit de rentrer dans la maison. Preuve qu'il était bel et bien intéressé par mes valeurs. Vu l'implication de mon fils aîné, la procureure le convoqua plus tard pour l'interroger. Vous constaterez qu'il persistera dans ses affirmations à prétendre que j'étais venu le 7 mai 2017 à mon domicile conjugal pour prendre des affaires. Vous me parlez du 7 mai 2017. Vous me dites qu'il s'agissait d'un dimanche et que ma maman était allée à l'église. Vous me demandez si je me souviens précisément de ce jour-là. Il venait souvent le dimanche, en tout cas tous les jours où on n'était pas là. Ce dimanche-là, j'étais resté à la maison. Je me souviens qu'il était venu, qu'il avait un chapeau noir et une veste brune. Vous me dites que les CFF ont confirmé que le jour en question, mon père travaillait. Eh bien, je suis sûr à 100% que c'était ce jour-là. Ensuite, il alignera les accusations. Si on regarde la page 2, deuxième paragraphe. En janvier 2016, ma mère a suggéré à mon père qu'il devait aller voir un psychologue. Là, il y a déjà un petit changement de scénario. Avant, c'était l'assistante sociale qui m'avait suggéré un psy. Maintenant, c'est sa mère. Il a très mal pris et a mal réagi. Il a pris un couteau de cuisine et l'a mis contre la gorge de ma mère. Il gueulait en disant qu'il n'avait pas besoin d'aller chez un psy. Pour vous répondre, il a posé la lame contre la gorge de ma mère. Il faisait souvent des menaces de mort. Il me semble que ce jour-là, il a maudit la famille de ma mère et dit qu'il voulait tous nous emmerder jusqu'au bout. Une fois, alors que nous étions encore à la maison, et que ma mère était absente, mon père a pris une ceinture et a tapé sur la table. Il nous a dit, à mon frère et à moi, que si Jésus-Christ ne nous regardait pas, il nous aurait frappés. Rappelez-vous bien de ces accusations, car elles vont réapparaître plus tard dans le cadre de l'affaire pénale qui nous occupe. Je précise cependant déjà que ces accusations ont été démenties par l'assistante sociale qui avait pris en charge mes 2 fils lors de leur première difficulté scolaire juste après la séparation. Sur la base de son témoignage, la procureure classera la plainte et prononcera une ordonnance de classement, quand bien même elle savait qu'il avait menti. Je vous fais part ici des arguments du procureur qui ont justifié le classement de ma plainte. Tout d'abord, concernant ma femme, fait reprocher, le 11 juillet 2017, Michel a déposé plainte contre son ex-épouse, dont il est séparé depuis le 28 février 2016,
pour l'avoir faussement accusé auprès du service de protection de la jeunesse de bigamie. Il lui reproche également d'avoir faussement déclaré à son avocat qu'il s'était introduit plusieurs fois dans son domicile et pour avoir déclaré faussement à plusieurs personnes, notamment au juge pénal, qu'il téléchargeait de la pornographie. Alors, motivation de la décision. Michel a certes produit un certain nombre de documents afin de démontrer que les accusations de sa femme ne sont pas fondées. Toutefois, cette dernière a expliqué avoir été de bonne foi lorsqu'elle avait proféré les accusations en question, se basant notamment sur les déclarations de ses enfants, ce que mon fils aîné a d'ailleurs confirmé. Elle a également expliqué que ses propos au sujet du prétendu mariage du plaignant au Mexique avaient été mal compris ou que la pension alimentaire avait été payée rétroactivement. En conséquent, il apparaît que la prévenue était de bonne foi dans ses affirmations et la calomnie ou la dénonciation calomnieuse ne saurait être retenue. Pour le surplus, il doit être fait application du chiffre 2 de l'article 173 CP et une ordonnance de classement sera rendue. C'est à peu près la même chose aussi concernant mon beau-fils. Fait reprocher, concernant mon beau-fils, en juillet 2017, Michel a déposé plainte contre mon beau-fils pour l'avoir faussement accusé auprès du service de la protection de la jeunesse d'avoir injurié et violenté ses propres fils. Motivation, le prévenu a admis avoir tenu ses propos auprès du service de protection de la jeunesse. Il a expliqué qu'il avait parfois dû intervenir lors d'épisodes de violence et qu'il s'est également fié aux explications et au comportement de ses deux petits frères. Les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est envisageable. C'est une ordonnance de classement qui sera rendue en faveur de mon beau-fils. En janvier 2018, nous sommes informés par le centre psychiatrique des Boréales qu'ils sont prêts à nous recevoir pour commencer une thérapie relationnelle père et fils. Madame s'y opposera fermement et avertira le centre psychiatrique qu'elle ne participera pas, qu'elle ne soumettra pas mes fils à cette thérapie. Le psychologue responsable de notre dossier en informera le tribunal dans un courrier du 29 janvier 2018. Je vous en lis un extrait. Lors de nos échanges téléphoniques, M. Michel, moi, confirme sa demande de prise en charge thérapeutique alors que Madame, mon ex, nous a dit remettre en question ce travail thérapeutique. En effet, entre leur demande initiale et notre disponibilité à le recevoir, 6 mois ont passé. Dans ces conditions, nous vous informons que nous ne pouvons pas actuellement donner suite à cette demande d'un travail au rétablissement des relations père-enfant et ou au travail sur la coparentalité. Alors, le travail de la coparentalité, c'est ce qui a été proposé par le service de protection de la jeunesse, donc par l'assistante sociale qui sera plus tard auditionné. Et le travail relationnel, père et fils, c'est une thérapie qui a été proposée par mon avocate. Mon avocate a bien évidemment protesté contre cette attitude dans un courrier qu'elle a envoyé au tribunal en date du 6 février 2018. Je vous en lis un extrait. Mon mandant observe que pour Madame, mon ex, tous les moyens semblent bons pour tenter de mettre fin aux démarches auprès des Boréales avant même que celle-ci n'ait pu commencer. Il n'a en effet échappé à personne, lors de l'audience du 3 juillet 2017, que c'était surtout Madame qui ne voulait pas que les enfants voient leur père et qu'aucune convention n'aurait pu être signée sans votre intervention. Elle continue plus loin, une fois de plus, et à regret, mon mandant ne peut que constater, une fois de plus et à regret, mon mandant ne peut que constater à quel point Madame implique les enfants dans le conflit conjugal, ce qui avait déjà été relevé dans le rapport du service de protection de la jeunesse daté du 26 avril 2017. Elle paraît en effet déterminée à ne laisser aucune chance à cette thérapie au Boréal, puisque ce refus intervient au moment même où la thérapie peut commencer. Vu la situation et le fait que mon mandant n'a plus de contact avec ses enfants depuis la séparation, soit depuis près de 2 ans, il est indispensable qu'une thérapie puisse débuter au Boréal afin de rétablir le lien père-enfant. Elle continue aussi plus loin dans sa lettre, selon la demande d'inventaire de mes valeurs,
à mon domicile conjugal qui avait été soumis à ce tribunal. Madame s'y était farouchement opposée et avait fait même opposition auprès du tribunal cantonal. Ce tribunal cantonal a rejeté cette opposition. Cependant, lorsque le notaire a voulu à nouveau prendre contact avec Madame, mon ex, celle-ci a refusé toujours de la recevoir. Par conséquent, mon avocate demande ici qu'un mandat soit délivré à la notaire pour qu'elle puisse faire son travail. Concernant cet inventaire, il sera finalement établi le 27 juillet 2018, soit 2 ans et demi après le début de la procédure de séparation. Toujours selon cet inventaire, il manquera plus de 216 000 francs de valeur à mon domicile conjugal. J'en ferai une liste que j'enverrai au notaire qui est en charge de notre dossier concernant le partage des biens matrimoniaux. Ma femme contestera cet inventaire tout d'abord en disant que tous les objets qui auraient soi-disant disparu se trouvent toujours au domicile. Elle enverra des photos au notaire pour soutenir ses arguments. Elle prétendra ensuite auprès du tribunal et auprès du notaire que c'est moi-même qui suis venu au domicile conjugal illégalement pour prendre toutes mes affaires. Lors de son audition, mon fils aîné soutiendra les propos de sa mère auprès du ministère public. Chapitre suivant, interrogation de l'assistante sociale par le tribunal civil et déni de ce tribunal vis-à-vis de ses déclarations. Après avoir lu le rapport du service de protection de la jeunesse, mon avocat de conseil s'étonna du fait que l'assistante sociale qui avait enquêté auprès de mes fils en début de procédure était mentionnée comme référence en première page de ce rapport alors qu'elle avait levé l'instruction pénale du juge de paix. Elle demandera l'audition de cette assistante qui sera entendue par le tribunal le 2 juillet 2018. Dans son audition, l'assistante sociale démentira mot pour mot le contenu de ce rapport ainsi que les accusations de mon fils en mai 2018 auprès du ministère public. Elle confirmera aussi que mon épouse avait menti sur ces allégations à mon sujet. Je vous lis ci-joint le contenu de cette audition. Le témoin suivant est introduit et entendu après avoir été exhorté à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage. Madame, l'assistante sociale, née en 1966, assistante sociale pour la protection des mineurs, domiciliée professionnellement à Payerne. Elle déclare ce qui suit. Pour répondre à Maître, mon avocate, nous avons reçu un signalement de l'école pour l'enfant, mon plus jeune fils, en date du 4 avril 2016. J'ai été amené à rencontrer toute la famille dans ce cadre. À ma connaissance, il n'a pas été question de violence physique ou psychique de la part du papa à l'égard des autres membres de la famille. À mon souvenir, mon plus jeune fils m'a parlé à domicile du fait que son papa était exigeant avec lui vis-à-vis de l'école. À mon souvenir, les enfants n'ont pas relaté d'autres choses qui se seraient déroulées, notamment des menaces, des coups ou des menaces avec un couteau. Par contre, le signalement scolaire mentionnait que mon plus jeune fils avait des souffrances assez fortes et des idées noires. Il fait référence à l'appréciation que j'ai faite en faveur de la justice de paix le 6 juin 2016. À ce sujet, je confirme que s'il y avait eu quelque chose de plus grave, un signalement aurait été fait. Je précise encore que la collaboration entre les deux parents s'est très vite dégradée. Nous les avions convoqués pour parler de la possibilité de mettre en œuvre la thérapie au boréal. Il s'agissait d'une proposition du service de protection de la jeunesse. La maman n'est pas venue au rendez-vous, par contre le papa est venu. Il est arrivé avec un courrier de la maman disant que Michel, moi, m'aurait agressé verbalement lors d'un entretien et que je lui aurais dit d'aller consulter un psychiatre, ce qui est totalement faux. Ça devait être au mois de mai ou juin 2016. Il est possible qu'il s'agisse d'un courrier de l'avocat de madame adressé au tribunal. On va aller plus loin, elle dit encore « Il est vrai que je me souviens que Michel, moi, a accepté rapidement la thérapie proposée auprès des boréales. Je me rappelle toutefois que madame était réticente, mais qu'elle avait néanmoins accepté. » Pour répondre à Maître, mon avocate, je n'ai pas constaté de menace de mort ou d'agressivité de la part de Michel à l'égard de madame lors des entretiens. Par contre, je me souviens que l'attitude des deux parties s'était
Par contre, je me souviens que l'attitude des deux parties était très agressive entre eux. Au vu de la persistance de mon ex à ne pas vouloir suivre une thérapie, que ce soit pour elle ou pour mes fils, au vu de son insistance à ne pas vouloir me permettre d'exercer mon droit de visite, au vu de l'instrumentalisation dont mes fils sont soumis, ainsi que de leur lavage de cerveau, mon avocate a plaidé la cause pour que le service de la protection de la jeunesse les prenne en charge et les éloigne de l'influence de leur famille. Elle a aussi demandé qu'un curateur leur soit nommé pour qu'ils soient représentés dans la procédure de divorce. Suite à l'audition de l'assistante sociale, j'écrivais à la ministre du département de la formation de la jeunesse, dont le service de protection de la jeunesse est soumise. Elle a eu la politesse de me répondre, mais contrairement à ce que j'avais espéré, elle me répondit dans sa lettre, je la cite, « Quand bien même le service de protection de la jeunesse n'aurait pas accompli sa mission de manière satisfaisante, c'est dans le cadre de la procédure judiciaire que ce grief devait être soulevé. Je vous rappelle en effet que l'autorité compétente pour statuer est le tribunal et non le service de protection de la jeunesse. » J'ai tout de même envoyé une copie du courrier de Madame la ministre au tribunal civil qui, évidemment, n'y a porté aucune attention. Personne ne va admettre la responsabilité dans cette situation. Le tribunal fera une ordonnance de mesure provisionnelle concernant ma demande qui a été faite et suite aux audiences du 7 mai 2018 et du 2 juillet 2018 dans laquelle, vous vous rappelez, l'assistante sociale a été auditionnée. En page 25 de cette ordonnance, il est rappelé les conclusions du rapport d'évaluation du service de protection de la jeunesse et il a été rappelé aussi les conclusions qui ont été faites lors de la séance du 3 juillet 2017. Il a été relevé que lors de cette séance, la conciliation aboutit à la signature d'une convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, en substance que le droit de visite du requérant sur ses enfants a été provisoirement suspendu et que les parties se sont engagées à entreprendre une thérapie de famille auprès des boréales avec pour objectif un rétablissement des contacts père-enfant ainsi qu'un travail sur la coparentalité. Voilà, comme vous le savez, Madame a rejeté toutes ces propositions de thérapie après même les avoir acceptées. À la page 28, la présidente relève les éléments de l'audition de l'assistante sociale. Au dernier paragraphe, elle dit l'assistante sociale, Madame, a été entendue. Elle a déclaré qu'à sa connaissance, il n'avait pas été question, lors du signalement reçu de l'école de mon plus jeune fils, de 4 avril 2016, d'éventuelles violences physiques ou psychiques de la part du requérant à l'égard des autres membres de la famille. Elle a précisé que la collaboration avec les deux parents s'était très vite dégradée, évoquant une impression d'instrumentalisation par ces derniers. Elle se souvient en particulier que le requérant avait accepté rapidement la thérapie proposée au boréal, mais que l'intimée avait été réticente avant de finalement accepter. Enfin, elle a déclaré de ne pas avoir constaté de menaces de mort ou d'agressivité du requérant à l'égard de l'intimée lors des différents entretiens, se souvenant malgré tout que l'attitude entre les deux parties était agressive. Et continuons page 29 au dernier paragraphe. Par convention ratifiée le 3 juillet 2017, les parties s'étaient engagées à entreprendre une thérapie de famille auprès des boréales, ce qu'on vient de voir, avec pour objectif un rétablissement des contacts père-enfant ainsi qu'un travail de coparentalité. Par courrier adressé au tribunal le 17 août 2018, la doctoresse, la psychothérapeute en charge de notre dossier, respectivement chef de clinique adjointe et assistante sociale et thérapeute de famille, ont confirmé que les parties avaient pris contact avec leur service. Elles ont dès lors indiqué qu'elles allaient procéder à une évaluation générale de la situation afin d'apprécier les modalités possibles de prise en charge. On continue à page 30, au premier paragraphe.
L'intimé a annoncé que tant les enfants qu'elle-même ne voulaient plus avoir aucun contact avec le requérant et qu'en particulier les enfants ne souhaitaient plus suivre une thérapie impliquant la présence de leur père. Alors la psychologue m'avait pourtant bien expliqué que cette thérapie se ferait tout d'abord individuellement et que si les parties étaient ensuite d'accord, qu'elles seraient simplement réunies pour une discussion dans le cadre de cette thérapie. Le fait que les enfants ne voulaient plus me voir était sous le prétexte à ne pas suivre cette thérapie. Par courrier du 29 janvier 2018, adressé au tribunal C1, respectivement psychologue assistante sociale et thérapeute de famille auprès des Boréales, ont expliqué que le requérant avait confirmé sa demande de prise en charge thérapeutique, contrairement à l'intimé. Les deux thérapeutes ont dès lors indiqué que, dans ces conditions, on n'était pas en mesure de donner suite à la demande d'un travail de rétablissement des relations père-enfant et ou sur la coparentalité. C'est ce qu'on vient de voir. Lors de leur audition, donc les enfants de monsieur et madame Michel se sont dit catégoriquement opposés à revoir le père. Encore une fois, il n'a pas été directement question de revoir leur père, notamment en raison de la crainte qu'ils ressentent. Au point B, au vu des éléments qui précèdent, il est indéniable que les deux enfants ne souhaitent actuellement aucun contact avec leur père. Entreprendre un tel suivi auprès des Boréales ne serait pas dans leur intérêt. Dans ces conditions, il se justifie de rejeter la conclusion du requérant, tendant à inviter l'intimé à entreprendre toute démarche nécessaire afin que les enfants puissent bénéficier d'une thérapie auprès des Boréales. Donc, le tribunal a accepté la requête de madame de rejeter la thérapie. Le requérant a également répondu à ce que la garde des deux enfants soit retirée à l'intimé et confiée au service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de les placer. L'intimé a conclu au rejet de cette conclusion. Et en page 31, dernier paragraphe, les enfants de M. Michel ont été entendus une première fois le 31 mars 2016. Ils ont tous les deux déclaré aimer leur papa, mais souhaitaient rester vivre auprès de leur mère. Il a été inclus dans cette mention que les enfants avaient déclaré qu'ils n'avaient reçu aucune maltraitance psychique et physique de leur père. Il s'avère essentiel que les enfants soient désormais préservés du conflit parental qui est d'ores et déjà suffisamment important. Page 33, la conclusion du requérant à ce sujet doit donc être également rejetée. Vous constaterez que dans cette ordonnance, la présidente n'a retiré aucune conclusion de l'audition de madame l'assistante. Par contre, elle a beaucoup insisté sur l'audition de mes fils le 28 mai 2017 en prétendant qu'ils ont été traumatisés, entre guillemets, et qu'ils ne voulaient plus revoir leur père, même dans le cadre d'une thérapie. Elle a conclu, bien évidemment, que dans ces conditions, cette thérapie n'était plus indiquée. Elle l'a rejetée. Lorsqu'elle m'enverra copie de cette ordonnance, mon avocate ne cachera pas sa déception. Je vous lis ici le courrier qui accompagne cette ordonnance. Cette décision est extrêmement décevante. Outre le fait qu'il n'a été donné suite à aucune de nos conclusions, elle donne le sentiment de cautionner le comportement de madame, mon ex, ce qui est plus que regrettable. Ce d'autant plus que la motivation est à mon sens plutôt sommaire, alors que la cause est complexe. Bien entendu, plusieurs aspects de cette décision prêtent le flanc à la critique. Les questions de savoir dans quelle mesure vous souhaitez la contester et quelles sont les chances de succès doivent être examinées attentivement. Nous aurons examiné ensemble nos chances de succès et finalement il aura été décidé qu'elle fera appel auprès de la Cour cantonale. Celle-ci nous convoquera en date du 11 décembre 2018. Elle représente un résumé déjà de ce que nous avons vu précédemment. Entre-temps, comme cela faisait plus de 2 ans que nous étions séparés, la loi m'autorise à demander le divorce. Cela a permis d'arrêter le compteur de ma caisse de pension retraite, madame ayant le droit d'une part selon le nombre d'années que nous avons vécu ensemble. Autrement, cela n'a pas vraiment changé grand-chose sur la procédure. Je suis resté séparé pendant encore de nombreuses années
avant que le divorce soit prononcé. Je ne vous fais pas part maintenant directement des points qui ont été relevés sur cette demande de divorce. Je la comparerai plus tard avec l'interprétation du quatrième avocat de Madame, qui a repris tous les points de cette demande avec ce qui a été fait à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 7 ans en arrière. Lors de la séance de la Cour d'appel du 11 décembre 2018, le juge acceptera le fait que les enfants soient soutenus par un curateur. Il mettra cependant en doute l'efficacité d'une thérapie relationnelle père et fils si les enfants s'y opposent fermement. Quant au fait d'éloigner les enfants de leur entourage pour une prise en charge par le service de protection de la jeunesse, il déclarera qu'il ne pourra pas prendre ce genre de décision s'il n'a pas les conclusions d'un pédopsychiatre. Il demandera donc Madame si elle est d'accord que la famille procède à un entretien auprès d'un pédopsychiatre, ce dont elle refusera catégoriquement. Mon avocate transmettra la décision de la Cour d'appel au tribunal civil en demandant donc de suivre la décision du juge en nommant un curateur et en demandant qu'une expertise pédopsychiatrique soit effectuée. Mon épouse s'y opposera évidemment fermement. Mon avocate répondra suite à ce refus au tribunal dans une lettre datée du 15 février 2019. Au vu de l'attitude adoptée par Madame depuis la séparation, le fait qu'elle conclue maintenant au rejet de l'expertise pédopsychiatrique n'est malheureusement guère surprenant. Je rappelle que Madame s'est opposée depuis la séparation à toute mesure susceptible d'influencer positivement sur le conflit conjugal ainsi que sur les relations père-fils. Pour preuve, la farouche opposition de la défenderesse à la mise en œuvre d'une thérapie au Boréal. Il semble évident que la défenderesse ne souhaite pas voir la situation s'améliorer, ni que les enfants entretiennent des relations normales avec leur père. Je me permets de relever qu'il ressortait déjà du rapport d'évaluation du service de protection de la jeunesse que la défenderesse ne préservait pas suffisamment les enfants du conflit conjugal. Cet état de fait semble perdurer. La défenderesse semble, au vu de ses déterminations, vouloir se substituer aux experts pédopsychiatriques en préjugeant d'ores et déjà des conclusions d'une expertise. En procédant comme elle le fait, la défenderesse tente de gagner du temps. L'attitude oppositionnelle et dilatoire de la défenderesse est inadmissible. Compte tenu de l'importance du conflit conjugal et du fait que les enfants n'ont plus aucun contact avec leur père depuis la séparation, la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique est indispensable. Vu la décision de la Cour d'appel de proposer à Madame une expertise pédopsychiatrique, vu l'insistance aussi de mon avocate auprès du tribunal civil, ce dernier acceptera qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Elle demandera au docteur Chanet d'effectuer cette expertise. Celle-ci débutera à partir du mois de novembre 2019, soit bien des mois plus tard, vu la charge de travail excessive déjà du pédopsychiatre. Prochain chapitre, le rapport pédopsychiatrique. Suite à la décision de la Cour d'appel et au mandat envoyé par le tribunal civil au pédopsychiatre, je ne savais pas s'il fallait vraiment me réjouir ou pas de l'évolution de cette situation. Je devrais à nouveau faire face aux fausses accusations et mensonges de ma famille et essayer de convaincre un pédopsychiatre de ma bonne foi, ce qui devenait fastidieux et difficile. Néanmoins, il s'agissait pour moi d'une nouvelle opportunité de mettre la vérité en évidence. L'avantage surtout, c'est que cela me permettrait de m'exprimer en dehors des procédures rigides des tribunaux, comme le fait par exemple que l'expert ne va pas poser la question « Est-ce que êtes-vous sous influence ?» ou bien « Est-ce que c'est votre mère qui vous a dit de dire cela ?» Il va chercher à comprendre les faits qui ont entraîné cette situation. Cependant, il faudra encore attendre le mois d'octobre 2019 pour que l'expert commence son enquête. Il nous interrogera, mon ex, moi-même et mes deux fils, à plusieurs reprises. Pendant ce temps, rien n'est fait pour que la situation vis-à-vis de mes fils évolue. Avant ma première séance avec le docteur Chanet, je préparais donc tous les documents déjà cités plus haut pour notre premier entretien.
Celui-ci se déroulera dans ses locaux à Vevey et il interrogera à plusieurs reprises mon ex, moi-même et mes fils dans le cadre de son enquête. Dans ce rapport, qui me sera nettement favorable, il mettra en évidence le processus de déni dans lequel mes fils ont été impliqués, ainsi que leur instrumentalisation, et posera la question pourquoi. Pourquoi les avoir instrumentalisés? Pourquoi les avoir fait comparaître devant les tribunaux? Pourquoi les avoir impliqués dans cette procédure? Le rapport du Dr Chanet contient 38 pages, je ne vais pas tout vous lire, simplement quelques paragraphes qui mettent bien en évidence la situation telle qu'elle s'est réellement passée. À la page 34 de son rapport, au deuxième paragraphe, le docteur écrit « Madame est convaincue que son mari s'est rendu au Mexique en 2004 et qu'il s'y est marié, alors que j'étais déjà marié avec elle. Elle serait ultérieurement revenue sur ses déclarations, dans le cadre de l'interrogation du ministère public, mais elle les a à nouveau confirmées dans le cadre de nos entretiens d'expertise. Elle réitère des affirmations selon lesquelles son mari avait versé à plusieurs de ses femmes des montants d'argent considérables. Monsieur dément catégoriquement ces assertions. Comme j'avais beaucoup de dettes suite à la restauration de la maison, ces dettes seraient en principe déduites dans le cadre du partage matrimonial. Madame prétend que je les ai utilisées pour entretenir des femmes au Mexique ou ailleurs et que je les aurais utilisées avec des prostituées. Pas seulement dans le rapport du Dr Chanet, mais auprès du service de protection de la jeunesse. Mes fils l'auraient même soutenu dans ses dires. Et le Dr Chanet en parle plus loin dans son rapport. Il est difficile de savoir quel crédit il convient d'accorder aux griefs réitérés de Madame, repris par ses 4 fils, selon lesquels Monsieur se caractérisait par une réticence à envisager toute dépense en faveur des membres de sa famille. Ce dernier a produit des justificatifs de versement effectués entre 2003 et 2006 pour un montant de 45 000 francs environ dans une banque chilienne. Il précise que ces sommes étaient en lien avec 2 appartements que l'expertisé possédait dans son pays d'origine. Ce dernier conteste vigoureusement cette information. L'expertisé considère Madame comme excessivement jalouse. Il est vrai qu'elle a multiplié les accusations d'infidélité et qu'elle a dénoncé l'attrait de son mari, d'une part pour des sites de rencontres et de chat avec des femmes plus jeunes, de même que celui pour des sites pornographiques. Je relève que dans certaines de leurs déclarations, notamment dans le cadre de l'élaboration du rapport du service de protection de la jeunesse, les enfants reprennent les accusations de leur mère. La jalousie excessive de Madame semble confirmée par des échanges SMS entre ces dernières et Monsieur en 2013. Monsieur lui apprenait qu'il venait d'être informé de la naissance de son petit-fils, fille d'un premier mariage, ce dont l'expertise répondait qu'il n'avait qu'à lui envoyer encore plus d'argent à ta chouchou. Alors, prochain paragraphe. Ce qui interpelle et questionne par contre, c'est la rapidité de la dégradation des relations entre Monsieur et ses enfants. La dernière visite de Monsieur a eu lieu en mai 2016. À cette époque, le procès verbal de l'audition du fils aîné conduit à considérer qu'il passe du temps à jouer avec son père avec une maquette de train le mercredi après-midi. Il exprime aimer beaucoup celui-ci ainsi que sa mère. Il est convaincu qu'il n'aime pas ses 2 demi-frères aînés, mais exprime aimer aussi bien sa mère que son père. Moins d'1 an plus tard, et sans qu'aucun contact n'ait lieu avec leur père, les 2 garçons, interrogés dans le cadre du rapport d'évaluation du service de protection de la jeunesse, tiennent des propos sensiblement différents et refusent désormais de voir leur père parce que ce dernier m'insultait dans le dos et nous a mis beaucoup de pression. Prochain paragraphe. Leur version se radicalise encore 1 an plus tard lors de la seconde audition par le tribunal d'arrondissement au 28 mai 2018. Mon fils aîné précise avoir eu toujours peur de son père, il s'est toujours senti sous pression, précisant que monsieur lui demandait de ne pas faire d'études, mais de travailler pour contribuer aux revenus familiaux. Alors,
Si vous revenez au dernier message que j'ai eu avec mon fils aîné sur WhatsApp, je l'encourage au contraire à faire des études plutôt que de prendre une année sabbatique. Nous verrons plus loin en détail dans ce rapport les propos de Maître Chanet au sujet de leurs études. Le fait que les deux garçons modifient considérablement leur point de vue en l'espace de 2 ans sans pourtant avoir eu aucun contact avec leur père dans l'intervalle démontre de mon point de vue à l'évidence que les processus de loyauté, voire d'aliénation sont à l'œuvre. Il apparaît manifestement que Madame parle trop à ses enfants du conflit, des problèmes financiers qu'elle a rencontrés avec son mari durant leur vie commune et des prétendues perversions de celui-ci. Elle les préserve insuffisamment des tensions passées. Je révèle que Madame la doctoresse pédopsychiatrique en charge du suivi de mon fils à cette époque était du même avis. Son point de vue a été développé dans le rapport du service de protection de la jeunesse du 26 avril 2017. Je fais par ailleurs l'hypothèse qu'outre l'influence délétère découlant des propos disqualifiants tenus par l'expertise au sujet de son mari et dont ses enfants ont été informés, l'image toujours plus négative que les enfants ont développée de leur père découle également des propos que leur ont probablement racontés leurs 2 demi-frères aînés. Cette constellation a progressivement contribué à faire de Monsieur Michel un monstre aux yeux de ses 2 fils. Je suis choqué de relever qu'ils mentionnent notamment, lors de leur dernière audition, la fréquentation par leur père de sites pornographiques et de prostituées. Il est évident qu'il s'agit là d'informations qui leur ont été transmises et dont ils auraient dû être préservés. Au paragraphe suivant, la vision caricaturalement et exclusivement négative de leur père est un reflet de cette situation. Au paragraphe suivant, vis-à-vis de ses enfants, Monsieur Michel est envisagé comme un personnage présentant de multiples défauts. Cette représentation caricaturalement négative découle certainement et essentiellement des propos rapportés à son sujet que de faits réels et avérés. Incontestablement, la loyauté des 2 garçons envers leur mère joue un rôle prépondérant dans ce processus. Leur soutien indéfectible envers elle les conduit à exclure toute éventualité de reprise de relation avec leur père. Je cite aussi une affirmation du docteur Chanet auprès du curateur des enfants à la page 25 de son rapport. Leur propos arrêtés par rapport à leur père, donc celui de mes enfants, ne permet pas d'envisager une reprise des relations. De nombreuses questions restent ouvertes autour des processus ayant conduit l'un à l'autre à radicaliser leur point de vue par rapport à Monsieur Michel. Alors il est clair que la raison pour laquelle mes fils ont été instrumentalisés, si vous vous rappelez, ils m'ont accusé d'avoir vidé la maison de toutes les valeurs qui appartenaient à mon père et à ma mère, dira mon fils aîné devant le tribunal. Pour moi, il est évident que l'instrumentalisation des enfants a servi à ma belle famille, à mes beaux-fils en particulier, de me déposséder. Ils ont couvert leur malversation en m'accusant faussement devant les tribunaux. Concernant les études de mon fils aîné, le docteur Chanet notera ce qui suit. À la page 19, deuxième paragraphe, mon fils aîné a terminé l'école obligatoire en été 2017. Il a, à cette époque, débuté un apprentissage d'électronicien au Centre professionnel du Nord-Vaudois, CPNV. Il n'a pas été au terme de cette formation prévue sur une durée de 4 ans. Il y a renoncé après 1 an et demi. Il précise néanmoins que ce n'est pas en raison de résultats insuffisants qu'il a pris cette décision. Il avait en effet à cette époque une moyenne de 5 dans la filière maturité professionnelle intégrée. C'est par contre parce que dès la fin de la première année, l'essentiel de la formation portait sur la programmation informatique sur machine qu'il a fait ce choix. Apprenant que cette activité allait rester prépondérante jusqu'à la fin de cette formation, mon fils aîné, qui ne ressentait aucun intérêt pour cette spécificité, a préféré renoncer à poursuivre cette filière.
Depuis la rentrée de 2019, il a débuté un apprentissage de mécanicien dans l'atelier Iveco à Yverdon. Voilà, donc il a renoncé à ses études à la fin de sa première année et il a recommencé l'année suivante une nouvelle étude de formation dans les ateliers Iveco à Yverdon. Cela veut dire que pendant près d'une année, il a pris une année sabbatique dans laquelle il n'a apparemment rien fait. Concernant mon plus jeune fils, le docteur Chanet poursuit en écrivant ce qui suit. Mon plus jeune fils a terminé la scolarité obligatoire en été 2018. Il a ensuite fait un raccordement au niveau 1, au terme duquel il n'a pas pu concrétiser son intérêt pour les professions en lien avec la construction et ou le bois, ne parvenant pas à obtenir une place de formation. Pour cette raison, il est inscrit au CEMO de Payerne. Il bénéficie de cours de remise à niveau en mathématiques et en français. Il participe dans le cadre de cette structure à diverses activités manuelles. Une partie du temps qu'il passe dans cette institution est consacrée à la préparation de dossiers de candidature. Dès la semaine suivant notre entrevue, il effectuera durant 2 semaines un stage dans une entreprise de maçonnerie. Nous sommes ici bien loin des études au gymnase que le juge avait suggéré dans sa réponse lors de l'entretien avec mon plus jeune fils. Le tribunal nous donnera un délai d'1 mois pour nous impartir sur ce rapport. Mon avocate mettra en évidence ce qui était déjà connu de tous et qui a été ignoré. Elle dira que ce rapport, même si l'expert ne conclut pas au placement de mes fils, aura eu l'avantage de mettre en évidence la vérité sur mon sujet et qu'il faudra en tenir compte au moment du partage des frais. Il est vrai que durant toutes ces années de procédure, mon ex a systématiquement refusé tout compromis sur les arrangements qui ont été proposés. L'avocate de madame ne donnera que brièvement son avis sur ce rapport. Madame mon ex changera de nouveau d'avocat pour la 3e fois consécutive, la situation devenant à nouveau compromise à son sujet. Le tribunal ne nous convoquera jamais pour légiférer sur ce rapport et fera silence complet pendant plus de 2 ans sans jamais invoquer ce rapport. Prochain chapitre, ma situation personnelle. Cela faisait 5 ans, en 2021, que mon ex m'a contraint de quitter le domicile et que j'ai dû retourner vivre chez ma mère. J'étais criblé de dettes suite à la restauration de ma maison et c'est précisément après avoir terminé mes travaux que mon ex demanda la séparation. J'avais aussi une passion pour les anciens jukebox que je rachetais à bas prix afin de les restaurer pour pouvoir les revendre et payer ma dette hypothécaire ainsi que mes dettes sur la restauration. J'avais commencé leur mise en vente, il y en avait 12, lorsque madame demandait la séparation et m'a contraint de quitter le domicile conjugal. Ma mère vit dans un petit 2 pièces et j'installais chaque soir un matelas gonflable par terre pour y dormir après mon travail. Lorsque je finissais loin de mon domicile, je dormais aussi sur ma place de travail, les chemins de fer fédéraux mettant des lits à disposition pour les employés astreints à des horaires extrêmes. Mon travail étant lourd de responsabilités, celui de conduire des trains à 200 km/h dans presque toute la Suisse, avec parfois jusqu'à 400 personnes à bord. Il est clair que de dormir par terre et de devoir sans cesse affronter le stress d'une procédure qui n'en finit pas a considérablement influencé la qualité de mon travail. Quand vous devez rouler des trains entre Zurich et Genève ou entre Fribourg et Saint-Gall et que vous êtes convoqué le lendemain à une séance du tribunal, vous n'êtes pas vraiment dans vos meilleures dispositions. J'ai fait part au tribunal que ma condition de vie n'était pas adaptée à mes responsabilités professionnelles. J'ai demandé qu'une aide financière me soit accordée afin que je puisse payer mes avocats et la procédure, ce qui m'a tout d'abord été refusé. Ce n'est que 2 ans plus tard, après que j'ai fait ma demande de divorce, que mon avocate a fait le nécessaire afin que je puisse obtenir une aide judiciaire. Pour le reste, le tribunal a clairement démontré qu'il n'était pas concerné par ma vie professionnelle et que c'était à moi de m'y adapter. Comme ma situation n'évoluait pas et stagnait dans la morosité, j'ai pris l'initiative de faire des recherches vis-à-vis du juge en charge de mon dossier. Par un concours
concours de circonstances, j'ai pu trouver son adresse par le fait que ses enfants faisaient de la compétition sportive en relation avec les programmes de soutien sportif dont je faisais partie. Je me suis rendu à son domicile le 10 juin 2021 et je l'ai attendue devant le portail de sa maison. Lorsqu'elle arriva en voiture, elle la gara sous son porche et je l'interpellai de loin en la félicitant pour sa belle maison et en lui demandant quand est-ce qu'elle me rendrait la mienne. Elle fut surprise de ma présence et m'indiqua qu'elle n'était plus en charge de son dossier, mais que je pouvais écrire une lettre à son intention au tribunal et qu'elle la ferait suivre à qui de droit. J'écrivis donc une lettre au tribunal à son intention en demandant de pouvoir récupérer la maison afin de payer la dette hypothécaire. Ma femme ne payait que les intérêts. Je dénonçais aussi l'état de délabrement dans lequel se trouvait cette maison et envoyais des photos de celle-ci et du jardin dans lequel on voyait s'entasser des épaves de voitures. J'envoyais aussi des photos de cette maison en montrant l'apparence qu'elle avait en 2015 après sa restauration, ainsi que les photos du jardin. Cette lettre n'ayant jamais reçu de réponse, j'écrivis plus tard à son avocat de mari en lui demandant de me défendre pénalement contre les décisions de ce tribunal. Sa femme, en tant que juge étant impliquée dans ma situation, j'estimais normal de m'adresser à lui. Il me répondit dans une lettre datée de décembre 2021 qu'il ne pouvait pas accepter ma requête par le fait que cela présentait une atteinte à la déontologie, vu que sa femme était concernée. Il me répondit dans un courrier de ne plus prendre l'initiative vis-à-vis de sa famille, sous peine d'être moi-même poursuivi par le pénal. Chapitre suivant, refaire sa vie. Une année environ après que je suis retourné vivre chez ma mère, je me suis inscrit dans des sites de rencontres afin de me refaire des amis ou de trouver une nouvelle compagne pour briser ma solitude. Après quelques conversations sur le net, j'invitais plusieurs de ces femmes à me rejoindre, soit dans un restaurant, soit dans un lieu public. Le fait que je vivais chez ma mère et que j'avais des dettes à payer suite à la restauration de ma maison ne parlait pas vraiment en ma faveur et je n'ai pu retenir aucune de mes prétendantes. Comme je parlais couramment l'anglais, je décidai d'élargir mes relations au reste du monde et je fis la connaissance, en fin 2017, d'une jeune asiatique originaire des Philippines avec laquelle j'établis rapidement une forte relation. C'est en communiquant avec elle que je me rendis compte qu'on pouvait être belle et malgré tout vivre dans la précarité. Elle travaillait à Manille et gagnait environ $300 par mois qu'elle envoyait à sa famille à Cebu qui s'occupait de ses enfants de 3 et 10 ans. Elle ne les voyait qu'une fois par année lors de ses vacances de Noël où elle avait droit à 2 semaines. Elle faisait le trajet depuis Manille jusqu'à Cebu afin de leur apporter les cadeaux et de passer les fêtes en famille. Une année plus tard, lors de ses vacances de fin d'année 2018, je me suis arrangé pour aller la voir et j'ai fait sa connaissance de sa famille aussi à Cebu, aux Philippines. Nous ne sommes plus et j'ai décidé de retourner la voir en 2019, puis de faire les démarches pour la faire venir ici en Suisse afin de pouvoir rompre enfin ma solitude. J'ai fait une demande de visa Schengen pour elle afin qu'elle puisse rentrer en Suisse, un visa qui lui a été refusé. On n'accorde pas de visa aux Philippines. Je n'ai pas pu la voir en 2020 à cause des restrictions Covid. Par contre, en 2021, les ambassades suisses du monde entier octroyaient des visas aux couples de relations longue durée pour qu'ils puissent se voir. Et dans ces conditions, j'ai pu faire venir mon ami en Suisse. Je vint la chercher à l'aéroport de Genève le 6 juin 2021. Son visa Schengen étant valable 6 mois, j'en profitais pour lui faire découvrir nos paysages en voyageant avec elle dans toute la Suisse. Je demandai plus tard une prolongation de son visa qui lui a été refusée. L'administration de l'immigration me faisant savoir qu'elle ne pouvait rester
que si une promesse de mariage avait été effectuée. Mon ex étant bien trop confortablement installée dans la maison que j'ai restaurée depuis 10 ans, elle refusait systématiquement mes demandes de divorce. Je craignais donc que cela risquait de nous séparer encore longtemps, mon ami et moi, et nous avons décidé ensemble qu'elle resterait ici en Suisse dans l'illégalité. En 2022, je l'ai mise enceinte et j'ai à nouveau fait une demande de visa afin qu'elle puisse accoucher en Suisse et que je puisse y voir naître mon fils. Le visa lui a à nouveau été refusé pour la même raison que j'ai déjà mentionnée. Elle ne pouvait pas rester s'il n'y avait pas de promesse de mariage. L'administration de l'immigration me fit cependant savoir que je pouvais lui faire prévaloir un visa après que j'aurais fait la reconnaissance de paternité du fils à naître. Je fis donc une demande à cet effet le 12 décembre 2022 auprès de l'état civil. Malheureusement, ce dernier me demanda une attestation de domicile de la mère, ce que je ne pouvais pas lui fournir vu qu'elle vivait ici dans la clandestinité. Je renvoyai donc une lettre à l'administration de l'immigration pour lui expliquer que j'avais besoin d'un visa pour la présenter au contrôle des habitants. L'administration de l'immigration resta sur ses positions et insista sur le fait qu'elle avait besoin d'une promesse de mariage pour pouvoir rester. Alors d'un côté, j'avais besoin d'un visa pour l'annoncer au contrôle des habitants et de l'autre côté, j'avais besoin d'une attestation de domicile pour pouvoir faire reconnaître ma reconnaissance de paternité et lui accorder un visa. Une situation incongrue qui nous a mis à nouveau, elle et moi, dans la précarité. Le divorce n'existant pas aux Philippines, ma compagne eut du mal à comprendre et à admettre cette situation. Dans son pays, lorsqu'un couple ne s'accordait plus, c'était souvent le mari qui quittait sa femme et ses enfants pour aller vivre sa propre vie. Ici, c'est exactement l'inverse. Elle ne comprenait pas comment est-ce qu'on pouvait enlever les enfants à un père aimant, comment est-ce qu'on pouvait laisser la belle famille le déposséder et qu'il soit contraint de vendre sa maison pour payer ensuite les frais de justice et que des profiteurs se partagent le reste. Elle prit donc l'initiative d'aller directement au domicile du juge afin de lui demander la restitution de la maison pour que l'enfant puisse naître dans de bonnes conditions. Lorsque le juge la vit sur le palier de la porte, elle se mit en colère, lui dit qu'elle n'avait rien à faire ici et que sa démarche était illégale. Ma compagne me raconta ensuite l'incident en pleurant, en disant que même dans son pays, qui n'était pas considéré comme évolué, ce genre de situation ne pouvait pas se produire. Quelques jours plus tard, je dus répondre à une convocation de la police suite aux interventions de mon ami et de moi-même au domicile du juge. Je commenterai cette convocation dans un prochain chapitre. Mon fils naquit le 4 janvier 2023 dans la clandestinité. L'hôpital envoya à l'état civil un formulaire sans la mention du père, seulement la mention de la mère avec sa nationalité. Je n'avais pas le droit de le déduire aux impôts, je n'avais pas le droit de toucher mes congés paternité, je n'avais pas le droit de lui contracter une assurance maladie, je n'avais pas le droit de toucher les allocations familiales pour enfants octroyées par les services sociaux. Chapitre suivant. L'interrogatoire de police en octobre 2022. Je rencontrai l'inspecteur de police dans leurs locaux à Roche, près de mon domicile. Il était accompagné d'une inspectrice qui retransmit ma déposition sur ordinateur. L'interrogatoire se fit dans des conditions détendues, malgré la gravité de la situation. J'expliquais pourquoi mon ami et moi-même sommes intervenus directement auprès du domicile du juge. Je vous fais part ici de ce qui a été discuté et retranscrit. Monsieur Michel a été renseigné à propos du signalement émis à son encontre par l'ordre judiciaire vaudois et eut le loisir de s'exprimer à ce sujet. Il indique qu'il est en procédure de divorce avec son ex-femme depuis 7 ans et qu'à cause de cela, il ne veut pas continuer sa vie. Il souhaite être libéré de cette procédure au plus vite afin de pouvoir aller de l'avant avec sa nouvelle compagne et leur bébé à venir. Durant l'été 2021, ne se sentant pas considéré par le tribunal d'arrondissement de l'Ambrois et du Nord vaudois, il s'est rendu au domicile de Madame la vice-présidente afin de se faire entendre. Il admet que son ami s'est également rendu à son domicile,
de sa propre initiative et toujours dans le but de discuter calmement et de faire avancer la procédure. Selon M. Michel, le rendez-vous de ce jour dans les locaux de la gendarmerie confirme qu'il a enfin été entendu. M. Michel souffre de la lenteur de cette procédure de divorce et se sent victime d'injustice. Il précise qu'il n'a pas voulu se montrer menaçant auprès de la vice-présidente et qu'il n'est pas violent. La violence irait d'ailleurs à l'encontre de ses convictions. Rencontrant les magistrats en dehors du tribunal, M. Michel espère pouvoir faire appel à leur bon sens et à leur conscience. La teneur des articles 179 et 108 du Code pénal suisse est portée à la connaissance de l'intéressé qui en prend bonne note. L'ordre judiciaire vaudois ne portera finalement pas plainte et l'affaire est classée. Prochain chapitre, le rapport pédopsychiatrique. Suite à la décision de la Cour d'appel et au mandat envoyé par le tribunal civil au pédopsychiatre, je ne savais pas s'il fallait vraiment me réjouir ou pas de l'évolution de cette situation. Je devrais à nouveau faire face aux fausses accusations et mensonges de ma famille et essayer de convaincre un pédopsychiatre de ma bonne foi, ce qui devenait fastidieux et difficile. Néanmoins, il s'agissait pour moi d'une nouvelle opportunité de mettre la vérité en évidence. L'avantage surtout, c'est que cela me permettrait de m'exprimer en dehors des procédures rigides des tribunaux, comme le fait par exemple que l'expert ne va pas poser la question « Est-ce que êtes-vous sous influence ?» ou bien « Est-ce que c'est votre mère qui vous a dit de dire cela ?» Il va chercher à comprendre les faits qui ont entraîné cette situation. Cependant, il faudra encore attendre le mois d'octobre 2019 pour que l'expert commence son enquête. Il nous interrogera, mon ex, moi-même et mes deux fils, à plusieurs reprises. Pendant ce temps, rien n'est fait pour que la situation vis-à-vis de mes fils évolue. Avant ma première séance avec le Dr Chanet, je préparais donc tous les documents déjà cités plus haut pour notre premier entretien. Celui-ci se déroulera dans ses locaux à Vevey et il interrogera à plusieurs reprises mon ex, moi-même et mes fils dans le cadre de son enquête. Dans ce rapport, qui me sera nettement favorable, il mettra en évidence le processus de déni dans lequel mes fils ont été impliqués, ainsi que leur instrumentalisation, et posera la question « Pourquoi ?» Pourquoi les avoir instrumentalisés? Pourquoi les avoir fait comparaître devant les tribunaux? Pourquoi les avoir impliqués dans cette procédure? Le rapport du Dr Chanet contient 38 pages, je ne vais pas tout vous lire, simplement quelques paragraphes qui mettent bien en évidence la situation telle qu'elle s'est réellement passée. À la page 34 de son rapport, au deuxième paragraphe, le docteur écrit « Madame est convaincue que son mari s'est rendu au Mexique en 2004 et qu'il s'y est marié, alors que j'étais déjà marié avec elle. Elle serait ultérieurement revenue sur ses déclarations, dans le cadre de l'interrogation du ministère public, mais elle les a à nouveau confirmées dans le cadre de nos entretiens d'expertise. Elle réitère des affirmations selon lesquelles son mari avait versé à plusieurs de ses femmes des montants d'argent considérables. Monsieur dément catégoriquement ces assertions. Comme j'avais beaucoup de dettes suite à la restauration de la maison, ces dettes seraient en principe déduites dans le cadre du partage matrimonial. Madame prétend que je les ai utilisées pour entretenir des femmes au Mexique ou ailleurs, et que je les aurais utilisées avec des prostituées. Pas seulement dans le rapport du Dr Chanet, mais auprès du service de protection de la jeunesse. Mes fils l'auraient même soutenu dans ses dires. Et le Dr Chanet en parle plus loin dans son rapport. Il est difficile de savoir quel crédit il convient d'accorder au grief réitéré de Madame, repris par ses 4 fils, selon lesquels Monsieur se caractérisait par une réticence à envisager toute dépense en faveur des membres de sa famille. Ce dernier a produit des justificatifs de versement effectués entre 2003 et 2006 pour un montant de 45 000 francs environ dans une banque chilienne. Il précise que ces sommes étaient en lien avec 2 appartements que l'expertisé possédait dans son pays d'origine. Ce dernier conteste vigoureusement cette information. L'expertisé considère Madame comme excessivement jalouse.
Il est vrai qu'elle a multiplié les accusations d'infidélité et qu'elle a dénoncé l'attrait de son mari, d'une part pour des sites de rencontres et de chat avec des femmes plus jeunes, de même que celui pour des sites pornographiques. Je relève que dans certaines de leurs déclarations, notamment dans le cadre de l'élaboration du rapport du service de protection de la jeunesse, les enfants reprennent les accusations de leur mère. La jalousie excessive de Madame semble confirmée par des échanges SMS entre ces dernières et Monsieur en 2013. Monsieur lui apprenait qu'il venait d'être informé de la naissance de son petit-fils, fille d'un premier mariage, ce dont l'expertise répondait qu'il n'avait qu'à lui envoyer encore plus d'argent à ta chouchou. Alors, prochain paragraphe. Ce qui interpelle et questionne par contre, c'est la rapidité de la dégradation des relations entre monsieur et ses enfants. La dernière visite de monsieur a eu lieu en mai 2016. À cette époque, le procès verbal de l'audition du fils aîné conduit à considérer qu'il passe du temps à jouer avec son père avec une maquette de train le mercredi après-midi. Il exprime aimer beaucoup celui-ci ainsi que sa mère. Il est convaincu qu'il n'aime pas ses deux demi-frères aînés, mais exprime aimer aussi bien sa mère que son père. Moins d'un an plus tard, et sans qu'aucun contact n'ait lieu avec leur père, les deux garçons, interrogés dans le cadre du rapport d'évaluation du service de protection de la jeunesse, tiennent des propos sensiblement différents et refusent désormais de voir leur père parce que ce dernier m'insultait dans le dos, mais il nous a mis beaucoup de pression. Prochain paragraphe. Leur version se radicalise encore un an plus tard lors de la seconde audition par le tribunal d'arrondissement au 28 mai 2018. Mon fils aîné précise avoir eu toujours peur de son père, il s'est toujours senti sous pression, précisant que monsieur lui demandait de ne pas faire d'études, mais de travailler pour contribuer aux revenus familiaux. Alors, si vous revenez au dernier message que j'ai eu avec mon fils aîné sur WhatsApp, je l'encourage au contraire à faire des études plutôt que de prendre une année sabbatique. Nous verrons plus loin en détail dans ce rapport les propos de Maître Chanet au sujet de leurs études. Le fait que les deux garçons modifient considérablement leur point de vue en l'espace de 2 ans sans pourtant avoir eu aucun contact avec leur père dans l'intervalle démontre de mon point de vue à l'évidence que les processus de loyauté, voire d'aliénation sont à l'œuvre. Il apparaît manifestement que Madame parle trop à ses enfants du conflit, des problèmes financiers qu'elle a rencontrés avec son mari durant leur vie commune et des prétendues perversions de celui-ci. Elle les préserve insuffisamment des tensions passées. Je révèle que Madame la doctoresse pédopsychiatrique en charge du suivi de mon fils à cette époque était du même avis. Son point de vue a été développé dans le rapport du service de protection de la jeunesse du 26 avril 2017. Je fais par ailleurs l'hypothèse qu'outre l'influence délétère découlant des propos disqualifiants tenus par l'expertise au sujet de son mari et dont ses enfants ont été informés, l'image toujours plus négative que les enfants ont développée de leur père découle également des propos que leur ont probablement racontés leurs deux demi-frères aînés. Cette constellation a progressivement contribué à faire de monsieur, Michel, un monstre aux yeux de ses deux fils. Je suis choqué de relever qu'ils mentionnent notamment, lors de leur dernière audition, la fréquentation par leur père de sites pornographiques et de prostituées. Il est évident qu'il s'agit là d'informations qui leur ont été transmises et dont ils auraient dû être préservés. Au paragraphe suivant, la vision caricaturalement et exclusivement négative de leur père est un reflet de cette situation. Au paragraphe suivant, vis-à-vis de ses enfants, Monsieur Michel est envisagé comme un personnage présentant de multiples défauts. Cette représentation caricaturalement négative découle certainement et essentiellement des propos rapportés à son sujet que de faits réels et avérés. Incontestablement, la loyauté des deux garçons envers leur mère joue un rôle prépondérant dans ce processus. Leur soutien indéfectible envers elle les conduit à exclure toute éventualité de reprise de relation avec leur père.
Je cite aussi une affirmation du docteur Chanet auprès du curateur des enfants à la page 25 de son rapport. Leur propos arrêté par rapport à leur père, donc celui de mes enfants, ne permet pas d'envisager une reprise des relations. De nombreuses questions restent ouvertes autour des processus ayant conduit l'un à l'autre à radicaliser leur point de vue par rapport à M. Michel. Alors il est clair que la raison pour laquelle mes fils ont été instrumentalisés, si vous vous rappelez, ils m'ont accusé d'avoir vidé la maison de toutes les valeurs qui appartenaient à mon père et à ma mère, dira mon fils aîné devant le tribunal. Pour moi, il est évident que l'instrumentalisation des enfants a servi à ma belle famille, à mes beaux-fils en particulier, de me déposséder. Ils ont couvert leur malversation en m'accusant faussement devant les tribunaux. Concernant les études de mon fils aîné, le docteur Chanet notera ce qui suit. À la page 19, deuxième paragraphe, mon fils aîné a terminé l'école obligatoire en été 2017. Il a, à cette époque, débuté un apprentissage d'électronicien au Centre professionnel du Nord-Vaudois, CPNV. Il n'a pas été au terme de cette formation prévue sur une durée de 4 ans. Il y a renoncé après 1 an et demi. Il précise néanmoins que ce n'est pas en raison de résultats insuffisants qu'il a pris cette décision. Il avait en effet à cette époque une moyenne de 5 dans la filière maturité professionnelle intégrée. C'est par contre parce que dès la fin de la première année, l'essentiel de la formation portait sur la programmation informatique sur machine qu'il a fait ce choix. Apprenant que cette activité allait rester prépondérante jusqu'à la fin de cette formation, mon fils aîné, qui ne ressentait aucun intérêt pour cette spécificité, a préféré renoncer à poursuivre cette filière. Depuis la rentrée de 2019, il a débuté un apprentissage de mécanicien dans l'atelier Iveco à Yverdon. Voilà, donc il a renoncé à ses études à la fin de sa première année et il a recommencé l'année suivante une nouvelle étude de formation dans les ateliers Iveco à Yverdon. Cela veut dire que pendant près d'une année, il a pris une année sabbatique dans laquelle il n'a apparemment rien fait. Concernant mon plus jeune fils, le docteur Chanet poursuit en écrivant ce qui suit. Mon plus jeune fils a terminé la scolarité obligatoire en été 2018. Il a ensuite fait un raccordement au niveau 1, au terme duquel il n'a pas pu concrétiser son intérêt pour les professions en lien avec la construction et ou le bois, ne parvenant pas à obtenir une place de formation. Pour cette raison, il est inscrit au CEMO de Payerne. Il bénéficie de cours de remise à niveau en mathématiques et en français. Il participe dans le cadre de cette structure à diverses activités manuelles. Une partie du temps qu'il passe dans cette institution est consacrée à la préparation de dossiers de candidature. Dès la semaine suivant notre entrevue, il effectuera durant 2 semaines un stage dans une entreprise de maçonnerie. C'est la fin de cette première vidéo. Je vous encourage vivement à écouter la suite dans la vidéo que j'ai intitulée partie 3 et qui raconte l'essentiel de mon combat. Merci de votre attention et merci à tous ceux qui me soutiendront avec leurs observations.